Mais tu vois, ton émission, elle va dans ce sens-là. Moi, je trouve ça trop cool de donner la parole à des gens qu'on voit pas forcément tous les jours à la télé, mais qui se défoncent parce qu'ils ont un but et qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Au final, c'est juste l'histoire de la vie. Et tant qu'on peut dire, raconter et partager des moments comme ça ensemble, enfin, pour moi, on peut qu'avoir foi aux gens et en nous tous, quoi. Bonjour, un nouveau numéro de Hold the Talk aujourd'hui, un numéro encore très spécial. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de sport. D'habitude, Hold the Talk, on a commencé le show, on a fait beaucoup de natation, on a fait beaucoup de sports de ballon, du volleyball, du handball, du soccer ou du football, appelez ça comme vous voulez. Hold the Talk, c'est une émission de sport, c'est une émission de culture. Alors aujourd'hui, je me lance un petit peu dans un sport qui est un petit peu nouveau pour moi, entre autres, et je vais recevoir un journaliste, quelqu'un de très spécial et passionné de ce sport. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de voile et j'ai le plaisir de recevoir Antoine Grenapin. Bonjour Antoine, bienvenue dans l'émission. Salut, bonjour à tous, super content Salut Antoine. Alors Antoine, tu es modestement, je vais t'appeler un petit peu comme ça, le Arthur Rimbaud du journalisme, on va dire un petit peu ça. Tu as 26 ans. 5 bouquins déjà à ton 30 ans, pardon, excuse-moi. 5 bouquins déjà à ton actif, ton premier à 26. Moi, c'est un petit peu comme ça que je te découvre. Ça fait quelques temps que j'ai commencé mon émission et comme je t'ai dit la première fois qu'on s'est parlé, j'ai envie de me lancer dans des aventures de skipper et découvrir un petit peu plus ce monde-là parce que ça m'a toujours impressionné. Et je me suis dit, un peu par hasard, je suis un peu tombé sur ton dernier livre, qui s'appelle Voile, les grandes courses de légende. Et là, je me suis dit, ben, en fait, avant de commencer à attaquer les skippers, il faut que j'attaque Antoine Grenapin. Donc, je me suis mis à ta recherche et finalement, on a réussi. Le jour J est arrivé. J'ai vraiment hâte que tu partages un petit peu tout ça. Comment tu t'es rendu à être aussi passionné de sport et de voile, notamment, et puis ton histoire, et puis aller au travers un petit peu de quelques passages de ce bouquin qui est vraiment exceptionnel. De belles images. C'est aux éditions Amphora. Donc, vraiment, je fais un petit peu de promo. C'est mon petit moment de promotion. Si vous aimez la voile, c'est un bon petit bouquin. C'est un petit pavé, mais très bien illustré, des beaux dessins et vraiment un contenu énorme. Donc, Antoine, encore une fois, le Arthur Rimbaud du journalisme, de la voile. Je fais une référence à Arthur Rimbaud pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne connaissent pas encore. Arthur Rimbaud était très précoce. Premier poème écrit à l'âge de 14-15 ans, et puis il a arrêté très tôt. Toi, tu n'as pas commencé à 14-15, mais quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, bienvenue Antoine. Alors, c'est Merci. ça qui m'amène aujourd'hui c'est ton bouquin un petit peu qui nous a amené à nous rencontrer. Première question, comment est-ce que tu tombes amoureux de ce sport? Moi, le sport, à l'origine, bah, comme tous les gamins, moi, j'en faisais à l'école. Je faisais du foot, j'ai fait beaucoup de basket, gros fan de basket avec les potes. Et puis j'avais envie de faire du journalisme. En fait, j'avais envie d'écrire. Je n'étais pas forcément très fort en basket. J'ai même passé mes diplômes d'entraîneur quand j'étais au lycée parce que ça marchait plus de poursuivre les copains qui étaient en équipe 1. Et je voulais écrire, je voulais vivre ces émotions-là et les raconter. Donc, j'ai commencé dans des petits journaux et après j'ai intégré la rédaction du Point à Paris où j'ai commencé à couvrir beaucoup de foot, beaucoup de rugby, enfin les sports qui sont suivis en France. Et la voile, en fait, en 2014, il y a une course qui s'appelait la Transat AG2R. J'en parle dans le bouquin. C'est une course où ils sont deux et ils traversent de Concarneau à Saint-Barth. Et du coup, je suis allé là-bas et j'ai rencontré ces mecs-là. Et en fait, ce qui m'a fasciné, c'est que c'est des hommes et des femmes qui aiment autant faire ce qu'ils font que le raconter. Il y a une espèce de plaisir à échanger. Et t'imagines quand tu es sur une plage, qui fait chaud, que tu es avec des gens qui ont fait 4 semaines de bateau et qui te racontent ça. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper touchant, c'était fort. Et c'est ça qui m'a donné envie de discuter avec eux et de continuer à écrire avec eux. Ils étaient prêts à te donner, quoi, à raconter, à partager leur truc, comme ça, tu arrives, tu débarques, tu as 25 ans, ou 24, ils te regardent pas de haut, et tu te prends les récits les récits de ces navigateurs dans la face et tout de suite, ça te pousse à gratter un peu plus le truc, puis à aller explorer un peu plus les aventures qui tournent autour de ça? En fait, ouais, c'est comme
En fait, c'est rare d'avoir des gens qui s'ouvrent à toi. Tu as les potes des potes qui parfois tu vas être en soirée, ils vont s'ouvrir parce qu'ils ont confiance. En fait, la voile, c'est un milieu qui est tellement petit que c'est des gens qui se battent tous les jours pour monter un projet, trouver des sponsors et qui galèrent. Tu as pas seulement la compète, tu as aussi toute cette prépa pour avoir de l'argent, monter ton projet, avoir ton bateau. Et du coup ils ont le temps de se préparer psychologiquement à se dire voilà, je vais me battre pendant des jours pour être sur l'eau, pour vivre mon aventure. Et du coup, il y a ce besoin aussi d'expliquer ça. Et il y a une humilité aussi. Quand tu es marin, tu n'as aucun marin qui peut trop être prétentieux dans le sens où même le meilleur, il peut lui arriver des trucs horribles, en fait. Tu es obligé d'avoir une forme d'humilité quand tu es face au. Parce qu'il n'y a pas que toi, il y a la technique de ton bateau, il y a la confiance avec ceux que tu prépares, et puis il y a les éléments aussi. Au final, tu traverses l'Atlantique, tu sais, tu pourras la traverser 25, 30 fois, ce sera jamais la même chose, il faudra toujours s'adapter. Et ça t'oblige à être modeste et à faire preuve d'humilité, et c'est hyper agréable de voir des gens qui sont comme ça. Et tu ressens chez eux, en même temps bon, c'est tous des aventuriers un petit peu. Je pense ils doivent avoir ça comme très commun. Ils sont passionnés par l'eau, par la mer, par la navigation, ça c'est sûr. Mais tu retrouves un petit peu chez eux, tu ressens un petit peu ce côté, guerrier, malgré leur personnalité. Quand je dis guerrier en guillemets, il y a ce côté, lâche rien, déterminé, ils respirent ça quand même. Totalement. Mais je sais que toi, tu connais bien les sportifs, mais au final, quand tu fais un effort court dans le sport, tu as toujours un moment où tu es entre guillemets à ta limite et où il faut pousser pour aller un peu plus loin. Et c'est là au final que tu vois le mec qui est fort. Moi, j'admire les sportifs parce que justement, ils sont capables. Moi, quand j'ai mal et je m'arrête de courir, eux, ils continuent ou quand ils nagent. Et un marin, c'est un peu pareil, sauf que c'est dans le temps long. C'est-à-dire que finalement, faire du bateau une journée, 2 journées, à la rigueur, on peut tous le faire. Par contre, se dire que pendant même 15 jours, tu n'as que ça à penser. Le seul truc à penser, c'est ta voile, comment tu avances, comment tu peux aller vite, comment. Et là, en fait, c'est là aussi leur petit key point, tu vois, où ils doivent se mobiliser, se surpasser. Et ils le font tous, quel que soit le niveau. Tu es obligé à un moment donné de donner un peu plus que ce que tu pensais pouvoir donner. Et ça, c'est assez cool à mesurer et à entendre. Alors moi, j'ai une question un peu piège pour toi, enfin piège. C'est une question un petit peu on va dire pas philosophique, mais est-ce que tu penses pas que dans le sport, moi j'ai vu ça dans le sport, j'estime qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, en s'imposant ou se retrouvant dans des contraintes qui sont pas imposées, des contraintes qui peuvent arriver, ben se trouvent obligés de réagir et de faire face. Et la contrainte fait partie de la performance dans le sens du développement, je pense. Est-ce que tu penses que le fait qu'il soit bon, une fois que tu es en mer là, la contrainte la contrainte de survie que tu dois t'imposer, tu as pas le choix là. Je veux dire, il faut que tu sois, en mode, heu, en mode alerte. C'est un peu comme si je comparais 2 sports. J'aime bien comparer ça avec les plus jeunes. À la piscine, je compare les jeunes, on a un gros club de plongeon, OK? Je regarde les nageurs de plongeon de 11, 12 ans se préparer à une séance. Ben ça a rien à voir avec nos gamins de 11, 12. Mais ce qui impacte leur degré, leur niveau de discipline dans leur préparation, c'est le danger qu'il va y avoir en sautant du 5 mètres, du 10 mètres, du 3 mètres. Donc il faut mieux qu'ils soient bien préparés. Donc dès l'activation, les gamins de 11 12 ans, ils sont formés à être déjà un peu plus focus. Si nous, nageurs, on s'échauffait comme les plongeurs pour aller plonger, il y aurait des morts tous les il y aurait des morts il y aurait des morts tous les jours. Donc j'ai l'impression que c'est plus des fois, c'est un exemple parmi d'autres, mais j'ai l'impression des fois que l'environnement certainement les pousse certainement à être un peu plus, focus, un peu plus on the edge, un peu plus, à la comme, À à la guille, l'affût, et comme on dit. totalement. Tu as totalement raison. Et il y a un truc aussi qui est, tu vois, qui est fascinant, c'est que dans tous les sports, tu as un début et tu as une fin, où au final, le terrain est le même. Par contre, en voile, tu peux pas t'arrêter. Tu as pas un moment où tu peux vraiment déconnecter. C'est-à-dire que même quand tu dors, il faut qu'il y ait une partie de ton cerveau, et ils le font tous, qui est à l'écoute de ton bateau, du mouvement du vent dans les voiles. Et du coup, il y a cette espèce de. En fait, tu coupes jamais vraiment, quoi. Et moi, ouais, c'est la question que je leur pose à chaque fois. Mais comment est-ce que tu fais? Moi, quand je fais une tâche, à la fin de la journée, je rentre chez moi et j'ai Dis-moi. toujours l'opportunité de penser à plusieurs choses dans une journée. Ouais. Quand tu es à bord, tu peux pas. Et ça dure des jours et des jours. Et ça, c'est hyper impressionnant de savoir que tu peux modeler ton cerveau pour qu'il ne pense qu'à ça. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu as bon, bah, là, maintenant, tu dis 2014, tu as 7 ans d'expérience un petit peu dans ce milieu-là, tu en as certainement croisé beaucoup. Hem,
Moi, j'ai une question à poser qui vient de mon directeur artistique. Un petit peu, je l'appelle comme ça, Thomas Travariès. Donc, c'était une petite question, une petite discussion hier par rapport à notre rencontre aujourd'hui. Et Thomas me demandait de te demander si un, un marin, parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer en mer, comme tu dis, il faut une grande force pour être concentré sur 5, 6, 7, 8, 9, 10 choses qui peuvent arriver à n'importe comment. Tu peux être en train de regarder des choses, ta table à cartes, te concentrer sur des affaires, et puis il peut se passer quelque chose à l'autre bout du bateau, puis il faut que tu interviennes tout de suite. Ils doivent vraiment être à la guet, mais ils doivent avoir une force incroyable pour finir leur mission, une humilité multidimensionnelle, on va dire, énorme. Mais quand ils reviennent sur Terre, quels sont ou est-ce qu'ils sont capables d'ap d'utiliser ou d'apporter les choses, les forces qu'ils ont apprises grâce à leur parcours sur Terre? Est-ce que c'est applicable pour eux? Que tu vois la question un petit peu? Moi, je trouve que cette question, elle est belle parce que je pense qu'ils se la posent tous, dans le sens où je ne sais pas si quelqu'un a vraiment la réponse claire à cette question. Euh, Moi, ce qui me fascine, c'est que, tu vois, il y a eu le Vendée Globe qui s'est arrêté il y a quelques mois. J'ai eu Mmh. la chance d'être à toutes les arrivées. Et malgré 3 mois en mer, les filles et les mecs qui sont arrivés, ils étaient là, quoi. Ils étaient concentrés, ils se sont rasés, ils s'étaient un peu préparés avant, mais tu n'avais pas l'impression que c'était un choc aussi fort de revenir sur Terre. Euh, Après, est-ce qu'ils utilisent des choses en mer je pense que s'il y a une chose qu'ils peuvent, par rapport à nous, garder, c'est que tu es capable de faire face à tout. Et c'est un truc, tu vois, je trouve qu'à terre, parfois, on a du mal à. On se dit, on veut faire une tâche et on se dit, mince, je ne sais pas comment je vais pouvoir la faire ou j'ai pas beaucoup d'options. Un marin, c'est un débrouillard. Et Michel Desjoyaux, il disait au Vendée Globe, tu as une emmerde par jour. Et tous les mecs te disent ça tous les jours. Moi, je les avais au téléphone tous les jours parce que je bossais pour leur gars. Et les mecs, tu disais, là, j'ai une nouvelle emmerde, là, j'en ai une autre, là, j'en ai une autre. Et à chaque fois, ils disent, en fait, c'est des bricoleurs, tu vois. Et en étant comme ça, tu es toujours dans cet esprit de dire, quoi qu'il se passe, je suis obligé de trouver une solution. Et ça dans la vie, c'est hyper précieux parce que on a tous tendance à se dire merde, je peux pas réussir telle chose, et eux ils se disent c'est pas possible, on peut pas ne pas réussir, quel Est-ce que que soit ce qu'on fait. est-ce que tous ceux que tu as rencontrés, ils sont capables de faire ce transfert-là ou il y en a qui sont vraiment pas compatibles avec la Terre? Parce que je sais qu'il y en a, tu sais, on en a parlé un petit peu là, j'ai notamment suivi beaucoup Isabelle Joschke pendant la traversée, puis je tombais vraiment attaché à cette personne que je trouvais qu'elle avait l'air tellement transparente, puis tellement, en fait, je t'avais dit le speech qu'elle a fait à un moment donné sur son retour parce qu'elle a cassé, puis qu'il faut s'arrêter à Bahia, puis elle laisse son bateau là-bas. Il faut qu'après, elle retourne dans le monde un peu normal, puis elle a l'air tellement dépitée de retourner là-dedans, puis elle a l'air malheureuse, là, ça va vraiment de la toucher. Retourner dans l'avion, c'était limite un gros moment de dépression. Et quand elle apprend qu'elle peut repartir, elle est prête à la manger, la dépression, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que si jamais il y a un mauvais temps, elle est prête à y retourner. Puis elle était tellement heureuse de repartir et de terminer la course, même si elle était hors concours. Je veux dire, j'ai trouvé ça magnifique. Puis ça dénote quand même je sais pas un manque de compatibilité avec le terre, le plancher des vaches, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont quand même vachement comme pris par cet sentiment de liberté qu'il peut y avoir, de solitude qui peut les nourrir. Est-ce que c'est un petit peu ça chez certains? Ouais, tu as totalement raison. Je pense qu'il y a le fait que quand affrontes tellement de difficultés, tellement d'aléas, c'est impossible de te résoudre à te dire en fait je peux pas y arriver. Joshke, c'est une super histoire pour ceux et je trouve ça cool que tu l'aies suivi, et ça montre aussi à quel point tu aimes le sport. Joshke, c'est une femme qui est pas très grande, qui a plus de 40 ans et qui est une battante pour se qualifier. Elle avait cassé sa baume, un peu un des points essentiels du bateau. Elle avait fini et elle s'est battue et s'est accrochée. En plus, quand tu es une femme, enfin voilà, dans un truc d'homme où justement on appelle beaucoup de virilité, le fait de se battre comme ça, et elle a résisté à tout. Elle a traversé l'Atlantique, elle traverse l'océan Indien, le Pacifique. C'est des zones où il y a des tempêtes quasiment tous les jours. Et passe le Cap Horn, c'est un peu un mythe en bas de l'Amérique du Sud, parce que c'est en théorie la fin justement de semaine où tu es dans la tempête, et puis elle remonte et là elle casse. Et psychologiquement, c'est super rude parce que c'est assez rare de casser ici. Comme tu dis, elle va à Bahia et répare.
et puis je pense que chez elle, il y avait une envie de se dire: «Moi, je vais aller au bout de mon tour du monde à moi. On s'en fiche de la course, de la compétition, je vais aller au bout» et hem et enfin, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que quand on est face à la difficulté, on arrive toujours à s'adapter et on parle toujours des sportifs, mais mine de rien, quelqu'un qui demain, pour quelconque raison, il est obligé de dormir dans la rue, il va s'adapter et c'est hallucinant à quel point il le fait et il le fait quasiment peut-être plus qu'un sportif de haut niveau que nous, on admire. Mhm. Et donc, on a ça en nous, cette ressource. En tant qu'humain, on a cette ressource, cette capacité-là. On est enfin, la plupart de nous, on ne l'exploite pas, mais les marins, ils l'exploitent. À fond, à fond. En tout cas, elle respire ça. Alors, j'ai essayé de la voir. Je travaille encore sur le dossier. On va t'aider. Vais pas lâché. Franchement, en plus, j'ai vu qu'elle elle s'intéressait à la mixité, tout ça. Enfin, c'est que des sujets qui me touchent un peu. Et puis, je suis ça. Je veux dire, j'ai deux petits enfants un petit peu blancs. On a du mal à reconnaître le papa des fois. Non, ça serait vraiment cool. Je serais honoré de l'avoir, mais ça prendra le temps que ça prendra. Mais j'ai vraiment trouvé respect, quoi. Respect. Puis c'était une année où quand même il y avait 6 femmes, c'est ça? 6 femmes Totalement. et Ouais. elles ont toutes terminé. Elles ont toutes, sauf deux, donc, enfin, deux qui ont fini hors course, Isabelle Joschke et Samantha Davis, qui sont reparties en mer et donc ont fini ensemble, mais donc hors course. Elles Ouais. ont fini cassées, mais elles ont quand même fini, quoi. Elles ont C'est ça. terminé. J'ai suivi aussi Clarisse, que j'ai découvert. Enfin, écoute, c'est un monde. Et puis Jean Lecap, bon, je passe des femmes à Jean Lecap. Bon, lui, juste pour l'écouter, écouter son clac, clac, clac tous les jours. Moi, c'était ma petite piqûre pendant le truc. Et puis c'est tellement sympa maintenant de pouvoir. Puis tu l'abordes dans ton bouquin, où tu parles un petit peu des datas. C'est facile maintenant pour nous en un clic d'aller regarder, puis de suivre ce qui se passe, où ils sont, vers quoi ils s'en vont. Il y a vraiment et puis, puis tu te prends moi, je me suis pris d'affection pour Isabelle, puis j'ai suivi, puis je la lisais vraiment. Waouh, je trouve que, et je pense que je l'ai partagé avec toi. J'ai reçu Carla Pérez dans mon épisode 14. C'est une alpiniste qui a monté le K2, l'Everest, sans oxygène. Et quand Carla m'a envoyé les footage, les images de quand elle arrivait au sommet de l'Everest. Écoute, j'ai regardé ça, j'étais tout seul à la maison, dans le noir. J'ai mis mes écouteurs. J'ai pas pu m'empêcher de pleurer, quoi. Je suis tombé en regardant ça, c'était les images. Tu ressens la douleur qu'ils ont pour réussir à aller au sommet. Les derniers pas, c'est super dur, mais les images sont tellement belles et ils font ça, il y a personne. Il y a personne. Tu es tout seul. Il y a pas de personne à l'arrivée pour te donner une médaille ou te répondre à une entrevue là, tu le fais pour toi et puis tu as pas fini. Faut redescendre et survivre. C'est pas encore, Puis j'ai trouvé que nous, on a plein d'objectifs professionnels, plein hyper gros qu'on se fixe, mais en regardant ça, ces images-là, je me suis trouvé quand même assez petit. Vraiment, c'est la nature est quand même plus grande que nous et ces gens-là, je trouve qu'ils waouh, ils sont des passionnés, amoureux, ils sont comme attirés, comme aimantés par ce désir de moi, j'aime est-ce qu'un marin qui vient de rentrer pense qu'il y a une chose, c'est de repartir? Oui, Ouais, hein, oui, totalement, toujours, hein. totalement. Pourquoi? Et Parce ouais, que c'est pourquoi? addictif. Bon, c'est addictif. C'est addictif de dire que, tu sais, c'est bête, mais finalement, qu'est-ce que tu fais quand tu es marin et tu es en mer? Tu mènes ton bateau, mais c'est l'histoire de la vie. Dans la vie, on aime bien mener son bateau et le fait d'être tout seul avec un objet qu'on a choisi, qu'on a façonné soi-même et d'avancer sans aucune contrainte, c'est le paradis en fait d'avoir si peu de contraintes. Et c'est marrant parce que bah, ils ont tous des histoires un peu différentes. T'en as qui ont des enfants, t'en as qui ont des métiers à côté. Le skipper espagnol, il est pompier. Le skipper finlandais, il est pilote d'avion. Et, et tu vois, et ils ont une routine à terre parce qu'ils vivent et ils sont intégrés. Mais ce besoin de reconnecter avec la nature, donc avec soi, c'est un truc qui est addictif. Ouais. Waouh, 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 waouh. Ben, on est un peu pareil, hein. Je veux dire, quand nous, on s'entraîne 11 fois par semaine et qu'on retourne à l'entraînement, à chaque semaine et on fait ça pendant 48 semaines et que c'est tant d'heures, c'est juste le plaisir de te retrouver. Puis j'ai l'impression, puis je ne sais pas si je peux faire cette métaphore-là. Nous, dans l'eau, c'est assez particulier. Il y a un élément, un son, tu es tout seul, c'est vraiment puis c'est des heures et des heures. Puis veut pas, c'est un élément où on est confortable. Puis comme tu disais tout à l'heure, je pense que eux sur leur bateau, la mer, le feeling de la navigation, les vents, les lumières qu'il peut y avoir, les moments de liberté où ton cerveau est complètement connecté avec tout ça, parce qu'il y a pas toutes les parasites que le monde réel ou la vie à terre peut t'amener. C'est des moments où, waouh, tu dois forcément être, c'est addictif comme tu dis, ça doit t'envoyer des petites doses
des bonnes doses d'énergie et de boost naturel. Alors je vais revenir un petit peu dans ton bouquin, puis il y a un passage qui m'a fait halluciner. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ils leur arrivent tous dans ton bouquin, pour pas dévoiler les punchs, tu as quand même une petite Tu peux, partie à tu chaque peux. fois où tu décris les parties un peu catastrophiques de chaque course, OK? Et waouh, moi, il y en a bah, en fait, c'est au début, il y a deux histoires qui m'ont fait halluciner. La première, c'est le mec qui est obligé de sauter de son embarcation parce il est entouré de cétacés et de baleines. Et il faut qu'il abandonne tout. C'est quand même hallucinant. Parce que là aussi, c'est la nature peut mettre ton embarcation en danger. Et la deuxième, alors je me souviens plus de son nom, mais c'est un gars qui a dû lâcher son bateau complètement d'un coup et il est resté 67 jours dans son bateau à attendre du secours. Alors je pourrais te le retrouver, mais c'était au tout, tout début, ton bouquin. Et ça, je trouvais ça complètement fou parce que Callaghan, c'est un Canadien peut-être, je pense, en plus. En plus, ouais. C'est Degré de ça, résistance. c'est ça. Donc lui, 67 jours. Il y a l'histoire de celui parce qu'il y a des épreuves qui ont des taux de mortalité, puis des événements des fois incroyables, même avant la course. Celui qui perd sa femme électrocutée en train de préparer le bateau avant de partir et qui part quand même pour essayer de faire la transat et la mini transat et puis qui s'en sort pas. Lui aussi perd la vie pour justement il essayait de rendre hommage à sa femme. Enfin, il y a plein d'histoires de même. Il y a l'histoire des deux gars qui se battent d'ailleurs là, tu n'as pas mis de nom. D'ailleurs, c'est aussi dans la mini transat. Non, c'est marrant parce que moi, ça, c'est une des histoires qui me fascine. La Mini Transat, en gros, c'est des bateaux de 6,50 m. C'est déjà super dur de tenir tout seul. Et c'était une édition où ils étaient à deux Ils dessus. y vont à deux. Et C'est ça. alors, c'est marrant parce que, pour être très franc, moi, j'essaie un peu d'enquêter sur cette affaire parce que enfin, ça m'intrigue. Et la course, en gros, on traverse l'Atlantique de la France aux Antilles. Et ces deux mecs un peu sportifs qui n'ont pas trop l'habitude de faire de la voile. En gros, il y a des courses, tu vois, où tu n'es pas obligé d'avoir un CV de malade pour le faire. Si tu as le budget, même toi, demain, tu as le budget, tu peux faire la mini transat. Et donc, ils le font ensemble. Non, en théorie. Non, mais moi, c'est pareil. Tout le monde se rassure. Et ils partent ensemble et ils se prennent la tête plusieurs fois. Et ils se prennent la tête au point où on a un qui lui assène 4 coups de couteau. Et c'était une course où, heureusement, il y avait un bateau accompagnateur qui était à côté et qui pouvait venir. Donc, il s'est détourné vers ce bateau-là. Et en catastrophe, on a évacué la personne qui était blessée. Il a été remplacé par une infirmière qui est montée à bord. Et depuis, tout a été fait pour que l'histoire soit étouffée. C'est-à-dire que quand l'agresseur, entre guillemets, est arrivé, parce qu'il est arrivé au bout, on n'en a pas parlé, et c'est une histoire qui a été quasiment étouffée. Et celui qui a reçu les coups de couteau a dit, moi je suis d'accord pour ne pas porter plainte, pour ne pas porter atteinte à la course. Et le médecin de la course avait expliqué ça comme une bouffée délirante. C'est-à-dire qu'il y avait une telle excitation, un tel énervement qu'il avait été poussé à faire ce geste-là. Tu vois, je pense pas que c'était quelqu'un qui était plus détraqué qu'un autre, mais parce que, en fait, en mer, tout est exacerbé. Ta journée de 24 heures, et pour nous, une journée de 24 heures est dure en fait 2 jours, parce que tu es toujours à faire des choses. Quand tu pars en mer 3 jours, 3 heures, tu as l'impression d'y être parti 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tout est exacerbé, il y a un vrai rythme de la mer, et parfois ça peut rendre fou. Et toi, tu penses que c'est vraiment ça qui a dû se passer? Les mecs avec 4 coups de couteau quand même, hein. Ouais, ah, c'est un peu violent. Ouais. Ah, mais j'aimerais ça que tu continues ton enquête. Moi, ça en savoir plus. C'est quand même assez violent. Et le mec n'a pas porté plainte derrière. Donc, si vous voulez aller faire un meurtre, avoir un bon alibi, prenez votre bateau, traversez, je ne sais pas C'est combien de ça. kilomètres. Derrière, derrière, tu vas être baqué. Waouh, c'est quand même incroyable. Mais des histoires comme ça, il y en a plein. Là, dans le Vendée Globe qui vient d'arriver, euh, euh, c'est qui a été cherché encore? C'est Jean Le Cam, c'est ça? L'histoire de Kevin. Et C'est ça? ouais, ouais, c'est terrible. On est fin novembre, il fait froid en France, mais je crois encore plus chez toi. Et on apprend que Kevin Escoffier, en fait, son bateau s'est rompu en deux en début de nuit. Du coup, il a le temps d'écrire un texto, de dire à l'aide. Il envoie le bateau de sauvetage, il s'habille, il se jette dans le bateau de sauvetage, le bateau, lui, coule. Euh, et à ce moment-là, on n'est pas loin des côtes sud-africaines, mais il y a une distance assez forte entre les concurrents.
Du coup, à ce moment-là, la direction de course mobilise tous les bateaux qui sont autour, qui vont vers lui. Il faut imaginer qu'il y a des creux de 5 à 6 mètres. Donc, pour voir un tout petit bateau de sauvetage jaune, c'est quasiment impossible. Jean Lecam est le premier arrivé sur place. Il le voit. Donc là, on est tous, on respire tous. Et puis après, Jean, il ne le voit plus. C'est-à-dire qu'il prévient la direction de course. Il dit voilà, il est là. Mais entre-temps, avec les vagues, avec le Il le mouvement, voit avec plus la nuit, disparaître. il le perd de vue. Et là, il y a 6 heures qui sont très, très, très longues. Je t'en Excuse-moi, reparle, j'ai des excuse-moi Antoine, frissons. excuse-moi Antoine, juste, Et, juste que je te reprenne. et Il y a finalement, donc, 4-5-6 il y a heures qui sont quatre très bateaux longues qui parce que ont débordé. Ouais, vas-y, ça a coupé un ça a petit peu. coupé. Ah, Euh, il y a 4-5-6 heures qui sont très longues. Là, je t'avais. ouais, il y a 4, 5, 6 heures qui sont vraiment longues. En plus, on est en pleine nuit, on a très peu d'infos. Et donc, il y a ces bateaux qui reviennent vers lui. Et alors, enfin, à 2 heures du matin, Jean parvient à revoir Kevin. Et Kevin monte à bord. Et c'est un moment fort parce qu'au final, il y a Kevin et Jean qui sont ensemble. Il y a cette. Enfin voilà, il y a ce plaisir de les voir tous les deux, de les voir en vidéo, de les voir échanger. Le président Macron qui les a appelés 2 jours après. Mais en fait, pour tous les skippers qui étaient tout seuls sur leur bateau, ça a été un moment fort parce qu'ils se sont dit attention, il peut tout nous arriver. C'était une zone où il y avait des baleines, il y a toutes ces tempêtes, il y a ces avaries, on n'est pas irrésistible, tu vois ce que je veux dire, il y a toujours un risque. Et en fait, parfois, tu es tellement pris dans une course, tu as tellement envie de bien faire, tu as tellement envie de tirer, avoir tes bons réglages, que tu oublies le risque, comme un pilote de F1 finalement. Tu vois. Et, euh, et ça a été un peu un électrochoc pour tout le monde et ça a été très dur pour tous de repartir, de continuer la course avec ce poids-là qu'ils avaient en eux. Waouh, waouh. Mais Jean Lecam, il a fini la course. Ouais, Jean a terminé la course. Ils ont Ouais. passé une semaine avec Kevin à bord et après la Marine nationale française est venue secourir Kevin qui est après reparti à l'île de la Réunion et qui est revenu en France. Waouh, 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 waouh. Et puis des histoires comme ça, il y en a, j'imagine, à chaque course, tu dois avoir des histoires comme ça. Toi, les personnages que tu as rencontrés, qui t'ont le plus touché comme ça, si, parce que bon, tu en as rencontré plein, puis il y a des histoires, je suis sûr, qui sont venues te chercher plus que d'autres dans la façon dont ils racontent, que ça vienne. Quels sont ceux qui sont venus éveiller vraiment des choses en toi, vraiment, cette passion pour l'eau qui s'est transmise en quelques mots vraiment facilement? En fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est que chacun a sa personnalité, donc chacun a sa façon de raconter aussi les choses. Euh, Moi, j'ai été très touché par le regard de Jean Le Cam. La première course que j'ai faite, ce que je te disais tout à l'heure à Saint-Barth, on a déjeuné avec Jean. C'était un déjeuner qui s'est éternisé beaucoup trop tardivement. Et j'ai été touché par son regard parce que c'était une légende, parce que c'était un bonhomme, parce qu'il avait déjà tout fait et puis qui me parlait comme si j'étais son pote et je comprenais pas, tu vois, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il s'ouvrait autant avec ses mots à lui. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché et ça m'a donné envie de discuter avec d'autres. À cette arrivée de course, il y avait Michel Desjoyaux aussi qui a gagné 2 Vendée Globe. Le grand fait de gloire de Mich Dej, c'est qu'il a eu pas mal d'avaries les premiers jours d'un Vendée Globe. Il est revenu réparer. Il a resté 2 jours, enfin 1 jour et demi. Il est reparti et il a gagné. Mijdej, c'est une légende. Le mec, tout ce qu'il fait, c'est fantastique. Il a formé François Gavard. Enfin, et c'est pareil. Il y a chez Michel Desjoyaux ce plaisir juste de transmettre, de discuter comme peut discuter n'importe quel pote avec toi et te raconter ses aventures. Alors, faut faire attention. Je te dis ça. Et d'un autre côté, c'est des gens où ils peuvent te dire beaucoup sur les faits, mais peut-être pas vraiment ce qu'ils ressentent. Mais finalement, c'est comme tous les sportifs, ce que tu as au fond de toi et peut-être pas que ta motivation, mais tout ce qui fait que tu te bouges, c'est des choses qui sont parfois de l'ordre de l'intime et qui disent et qui cachent comme tous les sportifs finalement. Waouh, 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 waouh. Et est-ce que tu as rencontré, toi, Florence Artaud? Non, 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 j'ai pas eu cette chance-là. J'ai Non? beaucoup écrit sur Florence et j'ai pas eu la chance de la rencontrer. Waouh, waouh. Ouais, parce que ça c'en était une autre grande. Alors, moi, j'ai un autre projet qui traîne là. Je suis content de t'avoir rencontré et que je pense que tu vas pouvoir m'aider un petit peu à essayer d'aller chercher des super navigateurs. Mais j'ai trouvé un navigateur sans te solliciter ou passer, ou passer par toi. Une histoire incroyable, c'est mon voisin juste en arrière, qui m'a présenté, qui est sur un projet, qui lui fait plein de projets intéressants de visuels. Et ils partent dans les glaciers là.
dans pas long, puis ils avaient besoin d'un navigateur qui s'y connaît un petit peu, qui peut traverser tout ça. Et enfin, pour faire une histoire courte, ils rencontrent ce monsieur qui s'appelle, Alex Horstman, que tu connais peut-être. Et Alexandre, c'est un Axel Horstman, pardon. C'est un jeune navigateur, qui a le projet justement de donner le départ dans 1 an, d'une course qui serait l'équivalent un petit peu d'une transat ou du Vendée Globe, mais sans les outils numérique, à l'ancienne. Donc avec, D'accord. un compas et ton sextant. Donc vraiment, et la carte. C'est-à-dire que à la base le départ est dans 1 an. Puis en fait, ce qui est passionnant, c'est comme tu disais, c'est-à-dire que je pense qu'il va mettre son bateau à la mer bientôt, je dois lui parler aujourd'hui, mais Trop ça bien. fait 5, 6 ans, 7 ans qu'il travaille. C'est le projet de sa vie là. C'est-à-dire qu'il y a du monde derrière, il y a du on cherche de l'argent, c'est un on s je ne savais pas, tu vois, tout ça. Nous autant en natation, bon, aller aux jeux olympiques, c'est pour planifier ça, on dit souvent que c'est un cycle. Moi, je dis que c'est 2. Le premier pour t'entraîner, le deuxième pour rendre ça vraiment plus accessible. Donc on va Ouais. dire 8 ans. Je pense que pour en traverser, ça prend autant de temps aussi. Le projet, faut toujours faut pas le lâcher au quotidien, avoir son équipe autour de toi, puis l'équipe, elle est grande. Il y a du marketing en arrière, il y a, la conception du bateau, toi, tu dois certainement en savoir plus que moi là-dessus parce que, il y a des milliards, des milliers de choses. Donc quand eux, ils arrivent, ils sont contents et on sent pas vraiment toujours pour les novices ce qu'il y a en arrière. Le mec, il traverse ou la madame, elle fait la course, ça a duré 50 jours, 40 jours, 27 jours en solitaire. Ils sont tous super contents de rentrer, mais je suis pas persuadé que les gens savent à quel point c'est vraiment un travail d'équipe, qui a un travail qui est monstrueux qui est fait en arrière. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus pour les gens novices qui découvrent un petit peu ce monde-là? Totalement. En fait, bon, déjà, c'est très simple. Tu fais une course de bateau, il te faut un bateau. Pour avoir un bateau, les bateaux, ça coûte cher. Il y a les bateaux, il y a l'assurance. Les trois quarts du temps, tu loues le bateau. Donc là, il y a ces premiers fonds à dégager. Il y a l'assurance à avoir. Et donc, pour avoir cet argent-là, tu essayes de mobiliser des sponsors. Et comme dans tous les sports, c'est un vrai travail. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, je ne peux pas te dire que dans les courses les plus prestigieuses, tu as toujours les meilleurs. Par contre, tu as ceux qui réussissent bien ce travail-là. C'est-à-dire que les mecs, avant d'être marins, ou les nanas, c'est aussi des chefs d'entreprise, c'est aussi des personnes qui savent faire une réunion et t'expliquer pourquoi est-ce que leur projet il est beau. Et il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire qu'avant, tu n'avais que des aventuriers, que des sportifs. Maintenant, en plus de ce job-là, tu as ce job de raconter une histoire et que ton histoire elle soit assez convaincante pour que tu aies des sponsors qui viennent et pour que tu aies les fonds nécessaires pour ton projet. Une fois que tu as ça, il faut t'entraîner, il faut prendre la mesure du bateau. Chaque bateau a ses particularités en fonction de comment il a navigué avant. Il faut parfois passer au chantier pour pouvoir adapter certaines pièces, pour consolider le bateau, pour le faire à sa main aussi, modifier des petits réglages pour être sûr que parce que tu es petit, parce que tu es grand, ça soit adapté. Et tout ça, tu as raison, c'est un travail de plusieurs mois, plusieurs années. Et surtout, en fonction de ton budget, tu as une équipe qui peut tout te préparer, comme tu peux faire tout à deux ou trois. Les tout derniers qui sont arrivés au Vendée Globe, ils sont parfois que trois ou quatre à peine à bosser. Parfois même, c'est un peu du bénévolat. Et donc forcément, le temps, il est plus long que si c'est une grosse machine comme Banque Populaire, comme Charal, qui sont les gros teams, en tout cas en IMOCA en ce moment. Donc oui, tu as raison, il y a ce gros travail-là. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre d'être déjà même à terre focalisé que sur une seule chose. Moi, j'ai beaucoup suivi Clarisse Kremer. Clarisse, elle a commencé à Banque Populaire, qui est le meilleur team en voile, il y a 2 ans. Et en 2 ans, elle a passé toute sa vie à s'adapter à ce bateau-là pour ce tour du monde. Et donc, au final, ce qui est super dur, mais c'est exactement comme un nageur en prépa de JO. C'est comment est-ce que tu prends du plaisir dans ce quotidien-là, à faire tout le temps la même chose, à essayer de grappiller ces petits trucs pour être meilleur. Et c'est pas évident à vivre comme période parce que d'un côté, tu veux tout de suite y être, mais de l'autre, tu sais qu'il tu as encore du taf pour le faire. Enfin, tu vois, il y a une espèce de travail psychologique qui est rude à faire. Et on ne parle pas beaucoup non plus de ceux qui se lancent dans le projet, qui veulent faire les grandes courses, puis qui ne sont pas acceptés. Parce que je suis sûr que c'est pas tout le monde qui peut accéder à ça. Puis il y en a plein qui essayent et qui en rêvent aussi, et qui ont peut-être été même refusés plusieurs fois, ou qui les feront jamais et qui essayent très très fort. Ça doit être dur. D'ailleurs, ça serait sympa d'écrire un livre sur ces gens-là. Non, mais, tu sais, non, mais il y a Oui, tu aussi, as non, mais raison. tu vois, c'est le behind the scene, c'est-à-dire qu'on ne voit pas cela. Euh, Aujourd'hui, ce que je trouve beau, c'est que tout le monde est récompensé. Toi, tu me dis, tu as été faire toutes les arrivées. À chaque fois, c'était beau.
À chaque fois, il y avait quelque chose, que ce soit une arrivée à minuit dans la lumière avec les fusées, toutes les choses qu'ils peuvent faire, ou en pleine journée où le monde est là, même s'il y avait le Covid et compagnie, il y a toujours du monde. Et même si tu as pas fini la course, beh, tu es quand même récompensé. Mais ceux qui y participent pas du tout et qui ont quand même travaillé, j'imagine, aussi fort, à part le fait de ne pas avoir fait la course, on n'entend pas parler. Tu en connais quelques-uns des comme ça? Alors, assez souvent, pour le Vendée Globe, par exemple, il y a eu un système de qualification qui a été mis en place. Bon, c'est un peu entaché par le Covid, mais en gros, il fallait faire une certaine distance particulière pour pouvoir y arriver. Il y a ce premier aspect, et après, il y a un peu basique, c'est que le bateau pour faire des globes, donc c'est un IMOCA, c'est un monocoque, donc une seule coque, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, ils étaient 30 au départ. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je pense que des bateaux comme ça, il doit en exister à peu près 50. Donc il faut aussi avoir le bateau. Il y a par exemple un très bon marin qui s'appelle Yann Eliès, qui a fait déjà le Vendée Globe, qui avait envie de le faire. Son projet, il s'est mis en place un peu tard. Et puis, difficulté à trouver un bateau, difficulté à trouver des sponsors. Donc, tu vois, c'est toute une espèce de mécanique. Et ce qui est assez intéressant, juste pour continuer là-dessus, c'est que, tu vois, le Vendée Globe, il est terminé là. Les trois quarts des participants et ceux qui veulent y participer en 2024, ils y sont déjà. Ils sont déjà en train de se battre pour avoir le budget, pour avoir le bateau et pour pouvoir avoir ce temps de lancer le cycle dont tu parlais tout à l'heure. Waouh, 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 waouh. Écoute, ça c'est ben, on anticipe quoi et il y en a qui sont en train de préparer les Jeux olympiques qui sont aujourd'hui, puis il y en a qui préparent les Jeux olympiques de 2024. C'est quasi la même chose. Je m'excuse, je pense qu'on a un petit problème de connexion, ça a coupé, ça a saturé un petit peu. Tu sais, je vais mettre ça sur le dos de l'hôtel. La connexion, les frames, le frame par image, je vais en avoir je vais en avoir un petit peu moins, mais c'est super sympa. Heu, Toi comme, journaliste, tu es quand même obligé de hem, retranscrire à chaque fois l'objectif, je pense, du journaliste, c'est être capable de retranscrire à chaque fois l'événement et puis moi, j'aime bien lire et puis être capable d'être dedans. Quand je lis ton bouquin, ben, j'ai l'impression que pas que je suis sur le bateau, mais presque tout comme. Il manque plus que les odeurs. C'est, l'air iodé, c'est je pense pas que ça soit, que ça soit descriptible. Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu prends à chaque fois, chaque fois que tu prends ta plume pour raconter une histoire ou parler de ces aventuriers-là, est-ce qu'à chaque fois, c'est comme si tu écrivais, quelque chose de complètement nouveau ou tu arrives à trouver quelque chose, un fil qui est très, très un lien conducteur qui est très, très fort entre chacun de ces navigateurs? Oui, parce que c'est un peu ce que tu dis, il y a cette atmosphère, c'est-à-dire que moi, je te dis clairement, moi, je suis pas capable de faire ce qu'ils font. Pour moi, le journalisme, c'est pas donner son avis, tout le monde peut en avoir, mais c'est juste de raconter. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est raconter des choses que je peux pas faire. Et donc, t'es obligé d'avoir ce rôle d'humilité, tu vois, c'est de te dire, voilà, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il a. Et surtout, en laissant la personne parler, parce que c'est la personne qui s'y connaît le mieux. Moi, tu vois, je fais une parenthèse, mais je fais beaucoup de conférences de presse de foot ou de matchs de foot ou de rugby. Et moi, je trouvais ça horrible que l'entraîneur ou un joueur entende un journaliste lui dire pourquoi est-ce que tu n'as pas joué comme ça parce qu'on aurait pu jouer en 4-4-2 ou... Moi, c'est vraiment pas du tout ma philosophie et c'est surtout pas du tout ma façon de bosser. Moi, j'aime bien que, enfin voilà, pour moi, la star, c'est pas moi, c'est le mec qui est en face de moi et qui me parle. Donc voilà, j'essaye d'arriver avec humilité derrière et c'est pas facile en fait de retranscrire avec exacte précision ce qu'une personne t'a dit. Donc rien que de faire ce taf-là, c'est suffisant. Ouais, mais tu as bien exprimé le truc. C'est vrai qu'il y a dans certains sports, c'est compliqué parce que tout de suite, c'est la défense, c'est la critique, j'ai l'impression des fois, c'est très réducteur les commentaires qu'on peut faire sur l'analyse de certains matchs ou whatever. C'est comme si les mecs voulaient pas courir. «Oh bah, ils avaient pas envie. Oh mais les mecs, ils ont joué, ils avaient pas envie». Hein? Tu sais, moi, je suis un fan du PSG. J'aime beaucoup Paris depuis toujours. Mon petit côté beauf là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais garder ça en Il n'y a moi. pas de problème. Mais, heu, c'est hallucinant d'écouter des trucs, mais comme le dernier match qu'ils jouent là contre Barcelone, bah, ils perdent ou je sais plus c'est quoi, ils font un mais ils se qualifient là, je sais pas si tu as suivi un petit peu, mais ils se sont fait défoncer. Allô les gars? Paris en Totalement, quart de finale. Pendant 5 ans, ils passent pas les huitièmes, on pleure, on les défonce, là ils sont en quart. Ils ont fait une finale, je pense entre la finale de la Champions League et le quart de finale là, c'est là qu'ils se sont fait le plus défoncer que j'ai jamais entendu.
Et je trouve ça, je sais pas si c'est français ça. Je comprends pas. On devrait être content, mais non. On cherche toujours le petit truc. «Oh ben Barcelone, ils avaient pas envie, ils avaient peur». Il y avait une équipe en face, on parle-tu de l'équipe? On parle-tu de l'équipe en face? «Ah, il a pas pris cette direction». Tu au courant? As-tu regardé la carte? As-tu vu si c'était quoi la météo? T'as-tu Les mecs sont y a-t-il des journalistes comme ça dans votre domaine? Non. Non, 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 non. Dans la voile, il y en a-t-il qui sont plus ACA, plus durs que Non, d'autres? non, pas trop, Non, hein? pas trop. Non, non, ça reste quand même un monde, ça c'est est-ce qu'on est plus dans un monde de fratrie complet là-dedans, plus que dans un autre sport? Est-ce que tu sais, tu aurais comme une comparaison que tu pourrais faire, par rapport parce qu'on ressent ça beaucoup. Il y a une certaine union, les mecs s'aident, il y a ça beaucoup de respect, c'est une espèce de forme de je sais pas moi, un mélange de vibes de rugby et de d'eau libre en natation, où tu sens que c'est comme une famille, qui partait à l'aventure, mais l'une contre l'autre, mais ensemble un peu, tu vois? Totalement. C'est clair qu'il y a ça, il y a cette espèce de fraternité. Je reparle du Vendée Globe, ils avaient un WhatsApp entre eux qu'ils ont créé eux-mêmes et ils s'échangeaient que des choses pour eux et ils s'entraidaient vraiment. Peut-être pas les premiers, mais les trois quarts de la flotte le faisaient. Donc oui, il y a cet esprit de fraternité. Il y a un truc qui est très simple aussi, c'est que c'est un tout petit milieu. C'est pas grand monde. Certes, il y a des emplois derrière, parce qu'il faut construire les bateaux, mais pour moi, le monde de la voile, enfin, en tout cas en France, ils remplissent à peine un stade. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, un peu. Enfin, ouais, c'est un- la nage libre, c'est peut-être un bon exemple. Je pense aussi à l'escrime, je pense aussi à des sports où il y a peut-être un petit peu moins de monde. Du coup, on se connaît plus, du coup, on s'entraide aussi. Voilà, après, faut pas être angélique non plus, hein. Ça peut être la guerre pour trouver des sponsors, c'est la guerre pour prendre tel ingénieur de telle équipe. Euh, mais oui, il y a un peu ce que tu dis. Il y a un peu ce que tu dis. Et puis, tu vois, il n'y a pas de. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. À l'Olympique de Marseille, tous les jours en conférence de presse, tu as 50 journalistes. En voile, aujourd'hui, il n'y a pas un journaliste qui est dans un hangar pour visiter un bateau. Ouais. Donc, tu vois, c'est tellement ponctuel. Il y a pas de forme de pression médiatique non plus. La pression, c'est les mecs qui se l'imposent sur des grandes compétitions, mais c'est tout. Et là, ça a tout coupé, là. Tout T'es coupé. avec moi? Je t'ai perdu complètement quand tu es parti dans, parti Yes. dans, Ah ouais, ça a coupé aussi. ça a coupé solide. J'essaierai de faire, de rattraper ça et puis mettre un petit message. Ok. Bah écoute, on va aller tranquillement, Tu vers la fin. m'entends? Si tu avais, toi, c'est un peu la même question que Yes. je pose à beaucoup de mes invités. Si tu avais, toi, un petit conseil à donner pour les jeunes qui veulent devenir un petit peu comme toi, les Arthur Rimbaud du journalisme, comment est-ce que, comment est-ce que, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces jeunes-là comme conseil et quelle petite touch tu peux leur donner perso? Moi, je pense qu'il faut s'autoriser à tout. C'est que on a l'impression de vivre dans un monde où on peut rien faire, alors qu'au final, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Quelqu'un qui veut écrire, il écrit. Quelqu'un qui veut courir et qui veut donner. Enfin, pour moi, quels que soient tes objectifs, faut surtout s'autoriser à rêver. Tu vois. Si les jeunes, faut pas se dire, moi, c'est impossible, je pourrais jamais faire ceci, je pourrais jamais faire cela. Moi, je passe ma vie à raconter des histoires de mecs qui justement ont dit mais moi je sais que je suis capable de faire ça, je sais que je peux aller loin, je sais que je peux traverser les mers du monde, réunir 1 million d'euros de budget pour faire mon rêve. Le seul truc qu'il faut dire aux jeunes, c'est croyez en vous et croyez que tout est possible. Si jamais tu commences à douter de ça, c'est triste et c'est dommage. Il faut juste croire en soi, aux autres et se dire que tout est possible. Tu sais, Et qu'est-ce que je sinon, pense? Je pense que t'es toi-même bien contaminé par le monde dans lequel tu vis. Je suis pas sûr que tu toujours été le même. Je suis pas sûr que tu toujours été le même gars. Est-ce que tu as toujours été la même personne, passionné comme tu es, le Antoine lequel je parle aujourd'hui, qui a certainement découvert le monde du sport et toutes ces aventures qu'il y a autour, c'est sûr que ça t'a marqué, ça t'a influencé. À quel point vraiment ça t'a permis de grandir un petit peu tout ça? bah c'est ça, c'est le fait que tu vois, moi je rencontre, moi j'aime bien dire que pour moi, chaque personne que tu peux rencontrer, n'importe où quelle qu'elle soit, elle est intéressante. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver où il est ce petit truc d'intérêt, tu vois, où il est.
tout le monde est passionné, tout le monde a une passion. Si demain, tu interviews un mec qui collectionne des timbres depuis 50 ans, je suis sûr qu'il sera passionnant. Et à partir du moment où tu as confiance dans ça, tu as confiance aux autres, tu dis que chaque personne qui est autour de toi, que tu peux rencontrer, peut t'apporter quelque chose et peut t'apporter sa passion à elle, c'est passionnant. Et la vie, elle est trop cool. Moi, j'apprends des choses tous les jours et c'est le truc pour lequel je suis le plus content, en fait. Tous les jours, j'apprends des choses et j'apprends des choses grâce aux autres. Et il n'y a pas besoin, tu vois, de faire des trucs, des grandes études ou de se mettre la pression pour. C'est au coin de la rue, au coin de la salle que tu peux avoir ça. Et ça, je trouve que d'avoir ça en tête tout le temps, ça rend la vie plus belle. Ouais. Tu as toujours eu cette ouverture-là parce que moi, la première fois que je t'appelle, je tombe sur ton numéro vraiment par hasard, je tente ma chance, tac, tu décroches, tu es au milieu du désert, je sais pas où, sur le rallye le Paris-Dakar. Et puis, moi, je pense que je suis assez ouvert comme mec, assez entrepreneur. Et je pense... Je peux comprendre ça. Les gens qui te regardent le savent aussi. Ah ouais. mais en tout cas, toi, pareil. Hein. Et à 30 piges et moins. Donc, tu es tout de suite pas fermé, disponible. Tu as été ouvert. Est-ce que c'est ça Est-ce que tu penses que c'est ton métier dans lequel tu as évolué ou ça a toujours été en toi de garder un petit peu cette ouverture? J'ai trouvé ça vraiment impressionnant parce que je fais ce métier-là depuis quelques mois. C'est pas tout le monde qui a cette ouverture ou quand même la décence de répondre non ou de te répondre tout court. Tu sais. Après, moi, tu vois, j'ai couvert des sports aussi où les mecs l'étaient pas. Je leur en veux pas. Tu peux pas demander à Mbappé de s'arrêter devant les micros à chaque match. Mais tant qu'on peut le faire, faisons-le. Quoi, tu vois. Moi, j'en veux pas. Tu vois, moi, j'adore la F1. Ça m'arrive de faire des demandes d'interview et de passer 2 ans avant d'avoir Hamilton. Mais j'en veux pas à Lewis Hamilton et à Mercedes de pas vouloir me parler tous les jours. Mais par contre, dès qu'on peut le faire, je trouve ça cool et qu'on partage et qu'on essaye de se comprendre. Et puis, mais tu vois, ton émission, elle va dans ce sens-là. Moi, je trouve ça trop cool de donner la parole à des gens qu'on voit pas forcément tous les jours à la télé, mais qui se défoncent parce qu'ils ont un but et qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Au final, c'est juste l'histoire de la vie. Et tant qu'on peut dire, raconter et partager des moments comme ça ensemble, enfin, pour moi, on peut qu'avoir foi aux gens et en nous tous. Quoi. Ah, je te remercie beaucoup. Je vais te plagier pour présenter mon émission. Le petit paragraphe que tu vas me donner, il est parfait. C'est génial. Je te remercie. En tout cas, je te remercie beaucoup. Dernière petite chose. Est-ce que tu veux nous parler de ton prochain projet un petit peu plus? Je sais que tu en as parlé un petit peu au début. Qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce qui s'en vient techniquement là? Où est-ce que je vais mettre mes prochains dollars après celui-là? J'aime pas trop faire de la promo, mais dans quelques semaines, on a beaucoup parlé du Vendée Globe. Dans quelques semaines, je fais le bouquin officiel sur cette nouvelle édition du Vendée, avec beaucoup de photos, beaucoup de témoignages. Et puis pour revivre un peu toute cette édition-là, ça coûte que 20 euros. J'espère que c'est le même prix au Canada et partout ailleurs. Et moi, je vous demande pas de l'acheter, je vous demande juste de vibrer, quoi, que ce soit avec ce bouquin ou avec tous les autres. Bah, génial. On va faire un petit promo. C'est quelles éditions ce bouquin? Édition Hugo Sport. Ok. Donc chez Hugo Sport. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup Antoine, c'était super. On s'est initié un petit peu à ce nouveau monde. On ne peut pas te raconter tout en 45 minutes, 1 heure comme ça. J'aimerais ça avoir la chance de pouvoir te réinviter. Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais on en refera une, puis parler peut-être de choses un petit peu plus spécifiques, des courses un peu plus spécifiques où tu as vraiment peut-être suivi de plus près. J'aurais voulu peut-être faire un numéro sur le Vendée Globe Challenge, mais je veux dire, j'ai quand même voulu, je pense que c'est mieux de garder un petit peu plus ça général. C'est une petite intro, comme je t'avais dit la première fois. Puis on verra où ça va nous mener. Donc, merci beaucoup, Antoine. Un gros merci. C'était donc All the Talk, le dernier numéro avec Antoine Grenapin, journaliste indépendant de 30 ans qui vit sa passion et qui va amener sa plume, je pense, très vite dans un autre sport. Tu vas-tu sortir un petit peu de la voile? Peut-être, on attend les propositions. tu restes à l'affût. En tout cas, je te remercie beaucoup et puis je te dis à très 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 bientôt. Et merci aussi à vous les auditeurs. À très bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci à tous.